Donc voilà, adresse mail, comme ça, vous êtes dans un groupe, dès qu'il y a un truc qui se passe dans la week-end, vous êtes au courant. L'atelier, on verra si on le reprend l'année prochaine, c'est fort possible, mais il y aura des problèmes de calendrier, donc il faut qu'on trouve un moyen de continuer cet atelier qui je crois, c'est pas trop mal passé juste avant. Voilà, la buvette sera encore un peu ouverte après, si vous voulez venir fêter ça avec eux. Hein, et puis les gens qui sont arrivés quand on en traque, il y aura aussi moyen de payer vos places. Bonne soirée.
si fort les personnes que je me suis mis un grand coup de la tête contre la carne d'un volet. Tu m'as laissé. Il y a une heure. Tu m'as laissé. Mais t'es pas dans fiche de querelle. Ma foi, j'en suis d'avis, d'après ce que je me suis fait. Tu me fais négocier, Carole. Et vous m'avez fait me cogner la tête. L'un vaut bien l'autre, quitte à quitte si vous le voulez. Quoi, Chen? Si vous querellez, je pleurerai. Tu m'as laissé. Oui, Chen. Il faudrait pas que j'ai le plaisir de te quereller, alors. Quereller sous votre stoule, je le veux bien. Si vous avez plaisir à quereller, il faut bien que de mon côté, j'ai le plaisir de pleurer, chacun le sien, si vous voulez. Allez, ôte-moi tout ceci. Mon lavement d'aujourd'hui a-t-il bien opéré? Votre lavement? Oui, parce que j'ai bien fait de la ville. Ma foi, je ne me mêle point de ces choses-là. C'est à monsieur Florent d'y mettre le nez, puisqu'il en a le profit. Ce monsieur Florent et monsieur Turgon s'égayent sur votre corps. Ils voient en vous une bonne vache à lait. Et j'aimerais leur demander quel mal vous avez pour faire tant de remèdes. Taisez-vous, ignorante. C'est pas à vous de contrôler les ordonnances de médecine. Appelez ma fille Angélique. Je vais lui dire quelque chose. La voici qui vient d'elle. Elle a deviné votre pensée. Ma fille, vous venez à propos. Je vais vous dire quelque chose. Me voilà prête à vous oublier. Allez, chante. Allez, vite, vite, vite. Ce monsieur Florent nous donne des affaires. Toinette. Quoi? Regarde-moi un peu. Eh bien, je vous regarde. Toinette. Quoi, Toinette? Ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez. De notre jeune amant. Car c'est de lui que depuis 6 jours roulent tous nos entretiens. Et vous n'êtes point bien si vous n'en parlez point à toute heure. Puisque tu connais cela, n'es-tu pas la première à m'en entretenir? Et que me permets-tu de me jeter sur ce discours? Vous ne m'en laissez point le temps. Et il y a des choses là-dessus qu'il est difficile de prévenir. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui. Et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments que je regarde. Et dis-moi, Toinette, condamnes-tu les sentiments que j'ai pour lui? Je m'y garde. Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Je ne dis pas cela. Et voudrais-tu que je fusse insensible aux tendres protestations qui témoignent pour moi? À Dieu ne plaise. Ne trouves-tu pas que cette action d'embrasser ma défense sans me connaître est tout à fait d'un honnête homme? Oh oui. On ne peut pas en user plus généreusement. Oui. Et tu fis tout cela de la meilleure grâce du monde. D'accord. Ne trouves-tu pas, Toilette, qu'il est bien fait de sa personne? Sans doute. Qu'il a l'air le meilleur du monde? Assurément que ces discours. Comme ses actions ont quelque chose de noble. Vous avez raison. Qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit. Cela est vrai. Et qu'il n'y a rien de plus fâcheux que la contrainte qui bouge tout commerce au doux empressement de cette mutuelle passion. Il est vrai. Mais dis-moi, Toinette, de la façon qu'il me parle, serait-il possible qu'il ne me dise pas vrai? Ces choses-là sont parfois sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité. Et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Verse Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Eh bien, vous en serez bientôt éclairci. Et la résolution, il vous écrivit qu'il voulait vous faire demander en mariage. Et une prompte voix à savoir si vous dites vrai ou non, ça sera la bonne preuve. Oh, Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Voilà votre père qui revient. Ah, ça, ma fille. J'ai une nouvelle. Mais peut-être ne vous y attendez-vous pas. En vous demandant mariage. Qu'est-ce que cela? Vous riez? Rien n'est plus drôle que ce mot de mariage. Il n'y a rien de plus amusant pour une jeune fille. Pour ce que je puisse voir, ma fille, je n'ai que faire de vous demander si vous voulez bien vous marier. Oh, je dois faire
Je suis bien aise à voir le fils et obéissance. La chose est donc conclue. Je vous ai promise. C'est à moi d'obéir aveuglément à toutes vos volontés. En vérité, monsieur, je vous seconderai de cela. Et voilà l'action la plus sage que vous ayez faite de votre vie. Ma femme, votre belle-mère, aurait voulu que je vous fasse religieuse. Votre petite sœur Louison aussi. De tout temps, elle a toujours été à la heurter à cela. La bonne bête a ses raisons. Elle voulait point consentir à ce mariage. Mais j'ai remporté, ma parole est donnée. Oh mon père, que je me suis obligée de toutes vos bontés. Je n'ai pas encore vu la personne. Mais on m'a dit que je serais content. Mais toi aussi. Oh oui, mon père. Comment ça? Tu l'as déjà vu? Puisque votre consentement m'autorise à vous ouvrir mon cœur, je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître, il y a 6 jours, et que la demande que l'on vous a faite est l'inclination que dès cette première vue nous avons pris l'un pour l'autre. Ils m'ont pas dit ça. Mais j'en suis bien fort aise. Et c'est tant mieux que les choses se passent de la sorte. Ils disent que c'est un grand jeune homme bien fait, Oui, mon père, de belle taille, tout à fait. de bonne physionomie, Très bonne, agréable de sa personne, assurément. fort honnête, Oh, le plus honnête du monde. et qui parle bien le latin et le grec. C'est ce que je ne sais pas. Et surtout, c'est qu'il est reçu médecin dans 3 jours. Oui, mon père. Oui, si vous te l'appelez. Oh non, vraiment. Qui vous l'a dit à vous? Ah, monsieur Purgon. Est-ce que monsieur Purgon le connaît? La belle demande, il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléante, neveu de monsieur Purgon? Avec Cléante, nous parlons de celui pour qui on te demande en mariage. Oui. Ben, c'est le neveu de monsieur Purgon, le fils de son beau-frère, le médecin Thomas d'Aquarius. Ce fils, ça s'appelle Thomas d'Aquarius, non pas Cléante. Nous avons conclu ce mariage ce matin. Monsieur Purgon, monsieur Florent et moi. Et demain matin, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Te voilà de tes mobiles. C'est mon père. Que je connais que vous avez parlé d'une personne et que j'ai entendu une autre. Comment, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque? Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille à un médecin? Mais de quoi te mêles-tu? Non! Aucune! Oula, vous allez d'abord vous arrêter. Là, ne pouvons-nous pas raisonner de sang-froid? Parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison, et que me voyant malade et infirme comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer sur de bons secours contre ma maladie, et d'avoir dans ma famille les sources et les remèdes qui me sont nécessaires, et d'être à même des ordonnances et des consultations. Et voilà dure une raison. Il y a du plaisir à se parler doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Je suis malade! Impudent! Tranquille! Eh bien oui, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus. Et fort malade, cela est sûr. Et bien plus malade que vous ne pensiez. Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est point nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille, de bon naturel, doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Monsieur, voulez-vous qu'entre nous, je vous donne un conseil? Quel est-il ce conseil? De ne point songer à ce mariage. Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira point. Et nous, Ma fille? votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de
le parti est plus avantageux qu'on ne le pense. Monsieur Dufois n'a ce fils-là pour tout héritier. Et Monsieur Purgon n'a ni femme ni enfant. Et Monsieur Purgon est un homme qui est riche de 8000 bonnes livres de rente. Eh bien, faut qu'il ait tué bien des gens pour être si riche. Et 8000 livres de rente, c'est quand même quelque chose. Sans compter les biens du père. Tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours au même. Je vous conseille, entre nous, de lui trouver un autre mari. Votre fille n'est point faite pour être Madame Diaporus. Et moi, je veux que cela soit. Eh fille, ne dis pas cela. Comment que je dise pas cela? Eh non, Et pourquoi? Pourquoi ne le dirais-je pas? parce qu'on dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on dira. Moi, je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Et moi, je vous dis qu'elle ne le fera point. Je lui forcerai bien. Elle ne le fera point, vous dis-je. Elle le fera ou je mettrai d'autres pouvoir. Vous? Quoi? Non. Comment bon? Vous ne la mettrez point dans un couvent. Je la mettrais point dans un couvent? Non. 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 Voilà qui est plaisant. Je mettrai pas ma fille dans un couvent si je le veux. Non, vous dis-je. Et qui m'en empêchera? Vous-même. Moi-même, Vous n'aurez point ce cœur-là. je l'aurai. Vous vous moquez. Ah, je me moque. La tendresse paternelle vous prendra. Elle me prendra. Oh, une petite larme ou deux. Des petits bras jetés autour de votre cou. Un petit mon papa mignon prononcé tendrement suffiront pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui, oui. Je vous dis que je ne déborderai point. Bagatelle. Alors là, il faut pas dire bagatelle. Je vous connais. Vous êtes bon naturellement. Ah non, non, je suis pas bon. Et je peux être méchant quand je veux. Et là, vous ne songez pas que vous êtes malade. Je lui commande expressément de prendre une arrêt que j'ai. Et moi, je lui défends d'en faire en rien. Mais quelle est la naïve de la pollade de parler ainsi dans son nez? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il dit, une servante bien sensée se doit de le redresser. Ah bien dit que je suis. Oh, il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui peuvent vous déshonorer. Je m'intéresse comme il se doit à ne point vous laisser faire de folie. Oui, non. Je ne consentirai jamais à ce mariage-là. Voilà. Je ne veux pas qu'elle épouse votre Thomas Diaporus. Et moi je veux qu'elle soit. Et elle m'oubliera plutôt qu'à vous. Vous dites pas m'arrêter cette coquille-là. Mon père, ne me faites pas malade. Si tu ne me l'arrêtes, je donne ma malédiction. Et moi, je la déshérite que si elle vous oublie. Ah, voilà pas le faire mourir. Ah, ma femme. Qu'avez-vous, mon pauvre mari? Ma femme approche. Que c'est donc, mon fils? Venez-vous ici à mon secours. Mon ami. Oh, mamie. Hélas, pauvre petit mari. Comment donc, mon ami? On vient de me mettre en toilette. Doucement, mon ami. Votre coquine de toilette a été plus insolente que jamais. Ne vous passionnez donc point. Elle m'a mis tout hors de moi. Là, là, tout doux. Elle a contrecarré une heure durant les choses que je voulais faire. C'est une avertissement. Elle effronterie de dire que j'étais point malade. Mais c'est une avertissement. Mon cœur, vous savez ce qu'il en est. Oui, mon cœur, elle a tort. Amour, elle fera mourir. Là, là. Elle est la cause de toute la bête que je me fais. Ne vous fâchez point tant. Bien, je sais pas combien de temps que je vous demande de me la renvoyer. Mon Dieu, mon fils, il n'y a pas de serviteurs et servantes qui d'aient leurs défauts. On est parfois contraint de souffrir de leur mauvaise qualité à cause des bonnes. Ceci est adroite, soigneuse, diligente et surtout fidèle. Et vous savez qu'il faut maintenant de grandes précautions pour les gens constants. Oh la Thérèse, Madame, pourquoi mettez-vous mon mari en colère? moi, hélas, je ne sais pas ce que vous voulez me dire.
Et je ne cherche qu'à complaire en toute chose à monsieur. Oh, la traîtresse! Monsieur nous a dit qu'il voulait donner sa fille au fils de monsieur Diafoirus. Je lui ai dit que je trouvais le parti avantageux pour elle, mais qu'il ferait mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas de mal à ça, je trouve qu'elle a raison. Vous la voyez? C'est une scélérate! Elle m'a dit sans insolence! Eh bien, je vous crois, mon ami là. Remettez-vous. Attendez, si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi son manteau fourré et des oreillers que je l'accommode dans sa chaîne. Voilà, je ne sais comment. Enfin, bien votre jusqu'aux oreilles. Il n'y a rien mieux en même temps que de prendre la part des oreilles. Savez-vous que je mette ceci sur vous? Mettons celui-ci pour vous appuyer et celui-là de l'autre. Mettons celui-ci derrière vous. Et cet autre-là pour finir votre tête. Et là, qu'est-ce que c'est donc? Vous m'étouffez! J'en peux plus! Pourquoi vous en sortir ainsi? Elle a tout faire bien. Amour, vous êtes toute ma consolation. Là, mon ami. Inquiétez-vous un peu. Pour reconnaître tout l'amour que vous me portez, je vous avais dit, je vous ai dit que je voulais faire mon testament. Ah, ne me parlez pas de cela, je vous prie. Je ne saurais souffrir cette français et le seul mot de testament me fait tressaillir de douleur. Je vous avais dit d'en parler à votre notaire. Le voilà là-dedans que j'ai amené avec moi. Ah ben, faites-le venir. Hélas, mon ami, quand on aime bien Marie, on est guère en état de songer à tout cela. Oh, l'amour. Je vous en prie, prenez un siège. C'est ma femme m'a dit que vous étiez fort habile et fort honnête homme, et tout à fait de ses amis. Je l'avais chargé de vous parler d'un testament que je veux faire. Elle m'a, monsieur, expliqué vos intentions et le dessein où vous êtes pour elle. Et je viens vous dire là-dessus que vous ne sauriez rien donner à votre femme par votre testament. Mais pourquoi? La coutume y résiste. Si vous étiez en pays de droit écrit, cela se pourrait faire. Mais à Paris et dans les pays coutumiers, au moins dans la plupart, c'est ce qui ne se fait. Et la disposition serait nulle. Tout l'avantage, comme les femmes, conjoints par mariage se peuvent faire l'un à l'autre, c'est un don mutuel entre vous. Encore faut-il qu'il n'y ait ni enfant, soit d'un des deux conjoints, ou de l'un d'eux lors du décès du premier mourant. Quelle coutume impertinente de cette coutume-là! Qu'un homme qui est tendrement aimé par sa femme puisse rien lui laisser. Je vais en parler à mon avocat pour voir comment je pourrais faire. Ce n'est point des avocats qu'il faut aller, car ils sont d'ordinaire sévères là-dessus, et s'imaginent que c'est un grand crime que de disposer en faute de la loi. Ce sont des gens de difficulté qui sont ignorants des détours de la conscience. Il y a d'autres personnes à consulter qui sont bien plus accommodants, qui savent aplanir les difficultés d'une affaire et trouver le moyen d'éluder la coutume par quelques avantages en direct. Sans cela, où en serions-nous tous les jours? Il faut de la facilité dans les choses. Sinon, nous ne ferions rien. Et je ne donnerais pas un seul de notre côté. Ma femme est bien dit que vous étiez fort habile et fort honnête. Comment puis-je faire, s'il vous plaît, pour lui léguer mon bien et en frustrer mes enfants? Comment pouvez-vous? Vous pouvez choisir doucement un ami intime de votre femme, auquel vous donnerez par votre testament tout ce que vous pouvez, et cet ami ensuite le rendra tout. Ou vous pouvez encore contracter un grand nombre d'obligations non suspectes au
falloir payer un peu pour ça. Il ne faut point vous tourmenter cela. S'il vient de vous, mon fils, je ne veux plus rester au monde. Oh, mamie. Oui. Si je suis assez malheureuse pour vous perdre, Ma très chère femme. la vie ne sera plus de rien. Oh, maman. Et je suis vraiment pas pour vous faire connaître la tendresse que j'ai pour vous. Racontenez-vous, je t'en prie, vous me fendez le cœur. Ces larmes sont hors de saison. Les choses n'en sont pas encore là. Ah, monsieur, vous ne savez pas ce que c'est qu'un mari qu'on aime tant. Toute la consolation, tout le regret que j'aurai si je meurs, c'est de moins avoir un enfant de fou. Cela pourrait venir encore. Monsieur Bourbon m'avait dit qu'il m'en ferait faire un. Alors, faut faire le testament comme dit monsieur. Mais, par plus de précaution, je veux vous remettre entre vos mains 20 000 francs or que j'ai dans l'embryon d'alcool. Non, 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 non. Je ne veux rien de tout cela. Ah! Combien dites-vous qu'il y a dans votre alcool? 20 000 francs, madame. Ah, ne me parlez pas de bien, je vous prie. Ah! Combien sont les deux billets? L'un de 4 000 francs et l'autre de 6. Tous les biens du monde, je me souviens de vous. Voulez-vous qu'on procède au testament? Oui, mais nous serions mieux dans votre petit cabinet. Conduisez-moi, Mamour. Alors, mon pauvre. Les voilà, les notaires. Et j'ai ouï parler de testament. Votre belle-mère ne s'endort point. Et c'est sans doute quelque conspiration contre vos intérêts où elle pousse votre père. Qui dispose de son bien à sa fantaisie, tant que lui ne dispose pas de mon cœur. Tu vois, Toilette, les dessins violents qu'ils ont fait sur lui. Ne m'abandonne point, je t'en prie, dans l'extrémité où je suis. Moi, vous abandonner? J'aimerais mieux mourir. Votre belle-mère a beau vouloir me faire sa confidence, je n'ai jamais eu d'inclination pour elle. Et j'ai toujours été de votre parti. Laissez-moi faire. J'emploierai toutes choses pour vous servir, mais pour vous servir avec plus d'intérêt. Je veux changer de batterie, ouvrir le zèle que j'ai pour vous, et feindre d'entrer dans les sentiments de votre père et de votre belle-mère. Enfin, je t'en conjure de faire devenir vie à Cléantu, malgré que je suis dans ma famille. Et là, je n'ai personne employé à cet office que ce vieil usurier, Polichinelle, mon amant. Cela me coûtera quelques paroles de douceur, que je veux bien dépenser. Mais pour ce soir, il est trop tard. Mais demain, dès l'aube, je l'enverrai quérir. Et voilà qu'on m'appelle. Bonsoir. Reposez-vous sur moi.
Monsieur Purgon m'a dit de faire 12 allées, 12 venues dans ma chambre. Il a oublié de me dire si c'était en long ou en large. Monsieur... Parle pas, connard! Tu viens de m'ébranler tout le cerveau! Ne songes-tu pas qu'il faut pas parler si haut à un malade? Monsieur, il y a... Parle pas! Quoi? Quoi? Je disais, un homme veut parler à vous. Qu'il vienne. Monsieur! Mais ne parlez pas si haut! Vous risquez de lui ébranler le cerveau. Monsieur, je suis ravi de vous trouver debout et de voir que vous vous portez mieux. Comment qu'il se porte mieux? Mais monsieur se porte fort mal. Et j'ai ouï dire que monsieur était mieux, et je lui trouve bon visage. Que voulez-vous dire par bon visage? Mais ce sont des impertinents qui vous ont dit que monsieur allait mieux. Monsieur est fort malade. Alors, Monsieur ment, boit, dort comme tout le monde, mais cela ne l'empêche pas d'être fort malade. cela est vrai. Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter de mademoiselle votre fille. Il s'est vu obligé d'aller à la campagne pour quelques jours. Et, comme son ami intime, il m'envoie à sa place pour lui continuer les leçons. De peur qu'en les interrompant, elle ne vint oublier ce qu'elle sait déjà. Fort bien. Bon. Allez chercher Angélique. Mais il serait mieux de conduire monsieur à sa chambre. Ah non, non, pas, non, pas, non. Allez chercher Angélique. Mais il ne peut lui donner de leçons comme il faut, une leçon en particulier. Mais c'est fait. Allez, allez chercher Angélique. Cela peut vous étourdir. Il ne vous faut rien de vous éboire et vous ébranler le cerveau. Non, non, pas, non. J'aime la musique. Allez chercher Angélique. Allez vous en donc boire sur ma femme taillée. Ah, Angélique. Vous venez à propos. Votre maître de musique est parti au chant. Mais voilà qu'il envoie une personne à sa place pour vous montrer. Ah, ciel! D'où vient cette surprise? C'est Qu'est-ce qui vous émeut de la sorte? mon père, l'aventure surprenante qui se rencontre ici. Comment? J'ai songé cette nuit que j'étais dans le plus grand embarras du monde. Et qu'une personne, tout comme monsieur, s'est présenté à moi, à qui j'ai demandé secours, et qui est venu me tirer de la peine dans laquelle j'étais. Et ma surprise fut grande de voir en arrivant ici la personne que j'ai eue dans l'idée toute la nuit. Ce n'est pas être malheureux que d'occuper mon pensée, soit en dormant, soit en veillant. Et mon bonheur serait grand, sans doute, si vous étiez dans quelque peine dont vous me jugiez digne de vous tirer. Il y a même que le fils. Monsieur, je me dédie de tout ce que je vous ai dit hier. Voilà monsieur Diafoirus père et monsieur Diafoirus fils qui viennent vous rendre visite. Vous allez voir là le jeune garçon le mieux fait du monde et le plus spirituel. Il n'a dit que deux mots. Puis moi, votre fille sera charmée de lui. Non, restez ici, monsieur. C'est que je marie ma fille. Et voici quand même son prétendu gendre qu'elle n'a pas encore vu. Vous faites beaucoup d'honneur, monsieur, de vouloir que je sois témoin de l'entrevue si agréable. C'est le fils d'un ami. Et le mariage a lieu dans 4 jours. Fort bien. Demandez-lui un peu son maître de musique afin qu'il soit de la noce. Là, je n'y manquerai pas. Mais je vous y prie aussi. Oh, vous me faites beaucoup d'honneur. Ah, rangeons-nous, le voici. Monsieur Purgon m'a défendu de me découvrir la tête. Vous qui êtes du métier, vous en savez les conséquences. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades et non pour leur porter de la commodité. Je reçois monsieur. Nous sommes venus, monsieur Avec le beaucoup de comte joie. et moi, Et j'aurais voulu témoigner pouvoir le avoir ravissement où nous sommes Pour vous en de la assurer. grâce que vous nous faites de vouloir bien nous recevoir dans l'honneur, monsieur, de vous savez ce votre que c'est alliance qu'un pauvre malade. et vous
qui ne peut faire autre chose que nous dépendrons de notre métier. Qu'il cherche en toujours vrai, monsieur, qu'il est toute la bonne et notre zèle. Allons, Thomas, approchez, faites votre compliment. N'est-ce pas par le père qu'il faut commencer? Oui. Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. En effet, le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, d'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation, dont je viens aujourd'hui vous rendre par avance les très humbles et très respectueux hommages. Vive les collèges, mon sorcier habile-homme! L'a-t-il bien aimé, mon père? Optimé. Angélique, ça de monsieur. Les oreilles? Oui, oui. Madame, c'est avec justice que le ciel nous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on s'aime sur Ce n'est pas ma femme, c'est ma fille à qui je parle. Elle me dit-elle? Mais elle va venir. Attendrai-je mon père qu'il soit venu? Faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de Memnon rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée par les rayons du soleil, tout de même ne s'enjailler d'un doux transport à l'apparition du soleil de nouveau. Et, comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, d'ores en avant mon cœur tournera-t-il sans cesse vers les astres resplendissants de nos dieux adorables, ainsi que vers son communique. Souffrez que j'appende à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur qui ne respire et n'ambitionne autre gloire, mademoiselle, que d'être toute sa vie votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur des maris. Voilà ce que c'est d'étudier. On m'apprend à dire de belles choses. Que dites-vous de cela? Oh, que monsieur fait merveille, et qu'il estime aussi bon orateur qu'il bon médecin, oh, il aura plaisir à être de ce malade. Assurément, ce sera agréable si monsieur fait aussi belle cure qu'il fait de beaux discours. Ah, mon fauteuil, des chaises pour tout le monde. Mettez-vous là, Michel. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils. Et je vous trouve bien heureux d'avoir un jeune homme comme cela. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je puis dire que j'ai sujet d'être content de lui. Et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit que l'on rencontre dans quelques-uns. Mais ce qui me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, c'est qu'il s'attache à meubler aux opinions de nos anciens, et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences des prétendues découvertes de notre siècle touchant à la circulation du sang et autres balivernes de même tarif. J'ai, contre les circulateurs, soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle. Un hommage que je lui dois, les prémices de mon esprit. C'est pour moi un meuble inutile et je ne me connais point de ces choses-là. Bonnet, bonnet! Elle est toujours bonne à prendre pour l'image. Et elle servira à parer notre chambre. Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces jours, et ce pour vous divertir, la dissection d'une femme. Le divertissement sera agréable. Il
Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est bien plus galant. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je vous assure que selon les règles de nos docteurs, il est tel qu'on peut le souhaiter. Qu'il possède en un degré louable la vertu prolifique et qu'il ait du tempérament qu'il faut pour engendrer et procréer des enfants bien conditionnés. N'est-ce pas, monsieur, votre intention de pousser à la cour d'y ménager une charge de médecin? À vous en parler franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable. Et j'ai toujours pensé qu'il valait mieux pour les autres demeurer au public. Le public est commode. Nous n'avons à répondre de nos actions à personne. Et pourvu que l'on suive le courant des règles de l'art, on ne se met point en peine de ce qui peut arriver. Mais ce qu'il y a de fâcheux chez les grands, c'est que lorsqu'ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. Cela est sûr. Mais ce sont des impertinents qui veulent que vous les guérissiez. Vous n'êtes point là pour cela. Vous êtes là pour recevoir vos pensions et leur en donner quelques remèdes. Mais c'est à eux de guérir s'ils le peuvent. Cela est vrai. On est tenu que de traiter les gens dans l'effort. Monsieur, faites donc un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres. Il m'est venu qu'en pensée, pour divertir la compagnie, de chanter avec mademoiselle une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Tenez, voici votre partie. Moi? Ne vous défendez point, s'il vous plaît. Mais laissez-moi vous faire comprendre ce que c'est que la scène que nous devons chanter. Je n'ai pas une voix à chanter, mais ici, il suffira que je me fasse entendre, et l'on aura la bonté de m'excuser par la nécessité où je me trouve de faire chanter mademoiselle. Les vers en sont-ils beaux? C'est proprement ici un petit opéra impromptu. Vous n'entendrez chanter que la prose cadencée, ou les manières de vers libres, telles que la passion ou la nécessité, font trouver à deux personnes qui disent les choses d'eux-mêmes et parlent sur le champ. Fort bien, écoutons. Voici le sujet de la scène. Un berger tombe sous le charme d'une bergère. Belle Phyllis, c'est trop souffrir. Rompons ce dur silence. Démouvrez vos pensées, apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre? Faut-il mourir? Vous me connaître si triste et mélancolique, aux apprêts de l'hymen dont vous vous alarmez. Je vous vois, je lève les yeux au ciel et je soupire, c'est vous en dire assez. Je savais pas ma fille si habile à chanter comme ça. Allez, vous mets, sans hésiter. Hélas, belle Phyllis, se pourrait-il que l'amour tircisse du casser le bonheur pour avoir quelque place dans votre cœur? Je ne m'en défends point dans cette peine extrême. Oui, Tircis, je vous aime. Oh, parole pleine d'amour, est-ce bien entendu? Hélas, redites-moi que je n'en doute pas. Oui, Tircis, je vous aime. De grâce, encore, Phyllis, Je vous aime. recommencez sans foi, ne vous en lassez pas. Oui, Tircis, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Dieu, roi, qui s'ouvre vos pieds, regardez tout le monde. Pouvez-vous comparer votre bonheur au mien? Las, Phyllis, une pensée bien troublée se vous transporte. Arrival, arrival. Je l'aime plus que la mort, mais sa
et s'apprête à ses vœux ou veut assujettir. Plutôt mourir que de ne jamais y consentir. Plutôt mourir. Et que dit le père de tout cela? Il ne dit rien. Que ce père-là peut souffrir autant de bêtises sans rien dire. Ah, Allez, non, ça suffit. Hein. Cette comédie-là, c'est dur. Elle est fort mauvaise extrait. Le berger Tercis est un impudent. Et la bergère Phyllis, une intrigante de pareille de la sorte devant son père. Montrez-moi un peu ce papier. Et où sont les paroles que vous avez dites? Il n'y a que de la musique écrite. est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes mêmes? Fort bien. Je suis votre serviteur, monsieur. Jusqu'au revoir. J'ai cru vous divertir. Les sottises ne divertissent point. Ah, mamie! Voici le fils de monsieur Desbarres. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage que... Monsieur, je suis ravie d'être venu ici à Bourbon pour avoir l'honneur de vous voir. Puisque l'on voit sur votre visage que... Puisque l'on voit sur votre visage... Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période et cela m'a troublé la mémoire. Réservez cela pour une autre fois. J'aurais aimé que vous eussiez été ici tantôt. Eh oui, vous avez manqué d'avoir aidé au second père. Ah, la statue de même nom, et à la fleur nommée Héliotrope. Allez, cochez. Prenez la main de monsieur et donnez-lui votre poids comme à celle de votre mari. Mon père, Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? de grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous l'inclination si nécessaire à composer une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle... Elle est déjà trouvée en moi, mais... Point besoin d'attendre davantage. Vous êtes si prompt, monsieur. Je vous en avoue qu'il n'en est pas de même pour moi. Et votre mérite n'a pas assez fait d'impression dans mon âme. Tout cela aura le temps de se faire que vous serez mariés ensemble. De grâce, ne précipitez pas les choses. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit pas soumettre à dire par force. Si monsieur est honnête homme, il ne doit pas vouloir se faire aimer par contrainte. Mais que conséquential, mademoiselle. Je puis être honnête homme et bien vouloir vous accepter des mains de monsieur votre père. C'est un meilleur moyen de se faire aimer par quelqu'un que de lui faire violence. Nous lisons des anciens, mademoiselle, que leur coutume était d'enlever par force de la maison des pères les filles que l'on menait marier, afin qu'il ne semblât pas que ce fût de leur consentement qu'elles convolaient dans les bras d'un homme. Les anciens, monsieur, sont les anciens. Et nous sommes les gens de maintenant. Les grimaces ne sont point nécessaires dans notre style. Et quand un mariage me plaît, nous avons fort bien aller sans qu'on nous titresse. Avez-vous patience, monsieur? Vous m'aimez, je dois apprécier le jeu. Oui. Jusqu'aux intérêts de mon amour exclusif. Mais la grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de sa femme. Distinguo, mademoiselle. Dans ce qui concerne sa possession, négo, mais dans ce qui la concerne point, concedo. Vous avez beau raisonner, monsieur est prémoulu du collège, et il vous donnera toujours votre rêve. Mais pourquoi tant résister et refuser d'appartenir au corps de la faculté? Peut-être quelque inclination. Hein. Si j'en avais, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me la permettre. Ouais, je joue ici un plaisant personnage. Je ne la forcerai point de se marier. Et je sais bien que je ferai. Je vois, madame, les bontés que vous avez pour moi. Mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est que les filles bien sages viennent d'être comme vous, seulement d'être obéissantes des unies de volonté de leur père, cela a été bon autrefois. Le devoir d'une fille a des bornes, madame.
Et la raison et l'honnêteté ne l'étendent pas à toutes sortes de choses. C'est-à-dire que vous pensez de ce pour le mariage, mais vous voulez choisir un époux à votre plaisir. Si mon père ne veut point que j'épouse un époux qui me plaise, je le conjure au moins de ne point me forcer à que je ne puisse pas aimer. Messieurs, je vous pardonne de tout cela. Chacun a son but en se mariant. Pour moi, qui ne prétends vouloir un mari que pour l'aimer véritablement et en faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Il y en a d'autres qui ne se marient que pour se tirer de la contrainte de leurs parents et se mettre en état de faire tout ce qu'elles voudront. Il y en a d'autres, madame, pour qui le mariage est un commerce de pur intérêt, qui courent sans scrupule de mari en mari pour s'en approprier leur dépouille. Ces personnes-là, la vérité, n'y cherchent ni à la façon ni à la personne. Je vous trouve aujourd'hui bien réveillante. Je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Non, madame. Que voudrais-je dire que ce que j'ai dit? Vous êtes si sotte, mamie. Vous n'aurez plus vous. Vous m'autoriserez à vous répondre quelque impertinence, mais je vous avoue que vous n'aurez pas cet avantage. Je n'ai rien égal à votre insolence. Non, madame, vous avez beau dire. Mais vous avez rien dit. Vous êtes pertinente présomptueuse qui osez le défaut de tout. Je serai sage en dépit de vous. Et pour vous ôter l'espérance de réussir dans ce que vous voulez, eh bien, je vais m'ôter de votre vue. Écoute, il n'y a pas de milieu à tout ça. Choisis d'épouser dans quel jour, soit monsieur, soit un couvent. Vous en faites pas, m'amour. Je l'arrangerai bien. Je suis fâchée de visiter mon fils, mais j'ai d'abord envie que je ne puis me dispenser. Je reviendrai. Allez-y, m'amour. Allez-y. Et passez chez votre notaire afin qu'il expédie ce dont vous savez. Adieu, petite amie. Adieu, m'amour. C'est une femme qui m'aime, c'est incroyable. Monsieur, nous allons prendre congé. Dites-moi un petit peu avant de partir comment je suis. Allons Thomas, prenez l'autre bras de monsieur et voyons quel jugement vous saurez porter de son coup. Quid dicis? Dico que le coup de monsieur est le coup de quelqu'un qui ne se porte point bien. Bien. Qu'il est duriuscule, pour ne pas dire dur. Bon bien. Repoussant. Néné. Et même un peu caprisant. Optimé. Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Fort bien. Ah non, non, monsieur Purement dit cette fois qu'il est malade. Oui, qui dit parenchyme, dit l'un et l'autre, à cause de l'étroite relation qu'ils ont ensemble, par intermédiaire du pylore, et souvent des méacolides. Tous en deux sont de manger force rôti. Ah non, que des bouillies. Eh oui, rôti, bouilli, même chose. Ils vous ordonnent fort prudemment, et vous pourrez être en de meilleures mains. Combien de grains de sel dois-je mettre dans un œuf? 6, 8, 10 par les nombres pairs, comme dans les médicaments par les nombres impairs. Jusqu'au revoir. Je viens, mon fils, avant de sortir, vous donner avis d'une chose à laquelle il faut que vous preniez garde. En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec vous. Un jeune homme dans la chambre d'Angélique. Qui s'est enfui d'abord qu'il m'a vu. Votre petit Fribison était avec eux. Qui pourra vous en dire des nouvelles? Envoyez-la ici, m'amour. Je m'étonne plus de sa résistance. Un jeune homme dans sa chambre. Ça se passera pas comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, mon papa? Ma belle maman m'a dit que vous me demandez. Levez les yeux. Monte en haut. Quoi, mon papa?
vous ai-je pas recommandé de venir me dire tout de suite tout ce que vous voyez? Oui, mon papa. L'avez-vous fait? Oui, mon papa. N'avez-vous rien vu aujourd'hui? Non, mon papa. Non? Non, papa. Assurément? Assurément. Oh, ça! M'en vais vous faire voir quelque chose. Oh, mon papa. Mon papa. Vous me dites pas que vous avez vu un homme dans la chambre de votre sœur? Mon papa, je vous demande pardon, mais c'est que ma sœur m'avait dit de ne pas vous le dire. Mais je m'en vais vous dire tout. Voilà qui vous apprendra. Pardon, mon papa. Pardon, mon papa. Non, mon papa. Il faut premièrement que vous ayez le feu. Et après on verra le reste. Mon pauvre papa, ne me donnez pas le fouet. Vous l'aurez. Nom de Dieu, mon papa, que je ne l'ai pas. Allons, allons. Ah, mon papa. Ah, vous m'avez blessé. Attendez. Ah, je suis morte. Là, mon papa ne ferait point tant. Je ne suis pas morte tout à fait. Et où la petite rusée? Je vous pardonne pour cette fois-ci. À condition que vous me disiez bien tout. Oh oui, mon papa. Mais attention. Mon petit doigt, qui sait tout, qui voit tout, me dira si vous mentez. Mais, mon papa, ne dites pas à ma sœur que je vous l'ai dit. Non, non. C'est mon papa qui est venu un homme dans la chambre de ma sœur comme je l'ai fait. Bien. Je lui ai demandé ce qu'il demandait et il m'a dit qu'il était son maître à chanter. Ah, voilà mon coup. Eh bien, Et ma sœur est venue après. eh bien, Elle a dit oh, sortez, sortez, mon Dieu, sortez, vous mettez au désespoir. eh bien, Et lui, il ne voulait pas sortir. qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait je ne sais combien de choses. Et puis quoi encore? Il lui disait tout ci, tout ça. Il l'aimait bien. Qu'elle était la plus belle du monde. Et puis après? Puis après, il se mettait à genoux devant elle. Et puis après? Et puis après, il lui baisait les mains. Et puis après? Et puis après, ma belle maman est venue à la porte et il s'est enfui. C'était bien tout? Oui, mon papa. J'ai mon petit doigt qui gronde. Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit que vous avez vu des choses que vous ne m'avez pas dites. Mon papa, votre petit doigt est un menteur. Prenez garde. Non, ne le croyez pas et moi je vous assure. Allez-vous et prenez bien garde à vous. Oh, il n'y a qu'une enfance. Pour dire vrai, je n'ai pas le plaisir de songer à ma maladie.
Oswald, qu'est-ce? Comment vous portez-vous? Formal. Comment formal? Je suis dans une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable. Voilà qui est fâcheux. J'ai même pas le loisir de pouvoir vous parler, mon frère. J'étais venu ici, mon frère vous proposait un parti pour ma nièce Angélique. Ah non, ouais, on ne parlez pas de cette effrontée. C'est une coquine, une impudente, que je mettrai dans un couvent avant qu'il ne soit logé. Voilà qui est bien. Je suis bien aise que les forces vous reviennent et que ma présence vous fasse du bien. Voulez-vous que nous parlions un peu ensemble? Oui. Allez, je vais revenir. Tenez, monsieur, songez pas que vous seriez marché dans votre bâton. N'abandonnez surtout pas les intérêts de votre nièce. J'en ferai toute chose pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut absolument empêcher ce mariage extravagant qu'il s'est mis dans la fantaisie. Et j'avais songé en moi-même que ça aurait été une bonne affaire de pouvoir introduire ici même un médecin afin de le dégoûter de ce monsieur Purgon et de lui décrier sa conduite. Comme nous n'avons personne à employer à cette fille, j'ai résolu de jouer un truc de ma tête. Comment? C'est une imagination burlesque. Elle en sera plus heureuse que sage. Mais laissez-moi faire. Agissez de votre côté. Voilà notre travail. Vous voulez bien, mon frère, que je vous demande avant toute chose de ne vous point ajouter l'esprit dans notre conversation. Oui. Et de répondre sans nulle aigreur aux choses que je pourrais vous dire. Oui. Et de raisonner sur les affaires dont nous avons à parler avec un esprit détaché de toute passion. Mon Dieu, voilà tout un préambule. D'où vient mon frère, qu'ayant le bien que vous avez, et n'ayant d'enfant qu'une fille, car on ne compte pas la petite, d'où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un couvent? D'où vient mon frère que je suis maître chez moi, dans ma famille, pour faire ce que bon me semble. Votre femme ne manque pas de vous conseiller de vous défaire de vos deux filles, et je ne doute point que par esprit de charité, elle me fut ravie de les voir toutes deux bonnes religieuses. Nos héritiers. D'abord, la pauvre femme. C'est elle qui fait tout le mal et tout le monde lui en veut. Non, non, laissons-la là. C'est une femme qui a les meilleures intentions du monde pour votre famille, et qui est détachée de toutes sortes d'intérêts. Elle a pour vous une tendresse merveilleuse, et montre envers vos enfants une bonté et une affection qui n'est pas coupable, cela est certain, n'en parlons plus. Revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Sur la pensée, mon frère, que je veux lui donner un mari tel qu'il me faut. Mais cela n'est point, mon frère, le fait de votre fille, et il se présente à partie plus sortable que elle. Oui, mais celui-là est plus sortable pour moi, mon frère. Mais le mari qu'elle doit prendre doit-il être ou pour elle ou pour vous? Il doit être et pour elle et pour moi. Et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Et par cette raison-là, si votre petite était grande, vous lui donneriez en mariage à un apothicaire? Pourquoi non? Ah, est-il possible que vous serez toujours empéquiné de vos médecins et de vos apothicaires et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature? Qu'entendez-vous par là, mon frère? J'entends que je ne vois point d'homme moins malade que vous, et que je ne demanderai point meilleure constitution que la vôtre. Une grande marque que vous vous portez bien et que vous avez un corps parfaitement bien composé, et qu'avec tous les remèdes que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore à gâter la bonté de votre tempérament, et que vous n'êtes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre. Sachez, mon frère, c'est ce qui me préserve. Et M. Purgon dit que je succomberai seulement au bout de 3 jours s'il ne prenait soin de moi. Et si vous prenez garde, il prendra tant soin de vous. Il vous enverra dans l'autre monde. Les médecins ne savent rien à votre compte. Si. Ils savent de fort belles humanités, savent
savent parler un beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir et les diffuser. Mais pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent pas du tout. Bon, vous demeurez d'accord, mon frère, qu'au moins sur ces matières-là, ils en savent plus que les autres. Ils savent ce que je vous ai dit et qu'ils ne guérissent pas de grand-chose. Et toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatia et un spécieux babil qui donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. Mais voyons un peu. Il y a des gens aussi sages et aussi habiles que vous, et nous voyons que dans la maladie, tout le monde a recours à la médecine. Mais c'est une marque de la faiblesse humaine et non pas de la vérité de leur art. Et il faut bien qu'ils croient en leur art véritable, puisqu'ils s'en servent pour eux-mêmes. Mais c'est qu'ils sont eux-mêmes dans leur art populaire, dont ils profitent, et d'autres qui en profitent sans y être. Votre monsieur Purgon, par exemple, dit ses points de finesse. C'est un homme tout médecin, depuis la tête jusqu'aux pieds, et qui croit à ses règles plus qu'à toutes les démonstrations des mathématiques. Et il ne faut point vouloir mal de tout ce qu'il pourra vous faire. C'est la meilleure foi du monde qu'il vous expédiera. Et il ne fera individuellement que ce qu'il aura fait à sa femme et à ses enfants, et ce qu'en a besoin, il fera lui-même. C'est que vous avez une dent de lait contre lui. Mais revenons. Que doit-on faire quand on est malade? Rien, mon frère. Rien. Non, rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature d'elle-même, si nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. Ah! Et presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. Mais vous demeurez d'accord, mon frère, qu'on peut aider la nature par certaines choses. Mon Dieu, mon frère. Ce sont là de pures idées dont nous aimons à nous remettre. C'est que, mon frère, vous avez toute la science du monde de renfermer dans votre tête. Et vous voulez en savoir plus que tous les grands médecins de ce siècle. Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler, les plus habiles des honnêtes hommes, et voyez-les faire, les plus ignorants des gens du monde. Vous êtes un grand médecin, ce que je vois. Ouais. Et j'aurais bien voulu que l'un de ces messieurs soit ici pour rembarrer vos raisonnements et rabaisser votre caquette. Mais moi, monsieur, je ne prends point à tâche de combattre la médecine, et chacun à ses périls et fortunes peut croire ce qui lui plaît. Ce que j'en dis n'est entre nous. Mais j'aurais souhaité vous tirer un peu de l'erreur où vous êtes, et pour vous divertir, vous devez voir sur ce chapitre quelques des comédies de Molière. C'est de la pertinence que votre Molière, avec ses comédies. C'est bien d'aller les espérer de contrôler la médecine. Voilà un bon nigo de s'attaquer au corps des médecins, de pouvoir contrôler les ordonnances et les consultations. Ce ne sont point les médecins qu'ils jouent, mais le ridicule de la médecine. Que c'est des sottises que ces raisons-là. Si j'étais que de ces médecins, eh bien je mangerais son impertinence. Et quand il sera malade, je le laisserai mourir. Sans soin. Il aura beau faire, il aura beau lire. Je lui donnerai pas la moindre petite saignée, pas le moindre petit lavement. Et je lui dirai, crève, crève, crève. Ça t'apprendra la prochaine fois de te moquer de la faculté. Vous voilà bien en colère contre lui. C'est un mal amusé. Et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis. Et il sera encore plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de tout. Tant pis pour lui s'il a pas recours au remède. Et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens robustes et vigoureux, qui ont des forces de reste pour soutenir les remèdes avec la recherche. Mais que lui, justement, il n'a de la force que pour porter ses mains. C'est que des sottises que ces raisons. Ah, allez, arrêtons de parler de votre. Vous me faites un rachat. Vous m'échauffez la vie. Et vous me donneriez mon âme. Je le veux bien, frère. Et pour changer de discours, je vous dirais que, sur une petite répugnance que vous porte votre fille, vous ne devez point prendre les violentes résolutions de la mettre dans un couvent.
le choix d'un gendre. Il ne faut pas suivre aveuglément la passion qui vous emporte. Et qu'on doit sur cette matière s'accomplir un peu à l'inclination d'une fille, puisque c'est pour toute la vie. Et que de là dépend le bonheur d'un mariage. Mon frère, avec votre permission. Que voulez-vous faire? Prendre ce petit traitement, ça sera bientôt fait. Mais vous vous moquez? Est-ce que vous sauriez être un instant sans la gloire ou sans médecine? Et remettez cela plus tard et demeurez un peu en repos. De quoi vous mêlez-vous de vous opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre mon mystère? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Allez, monsieur, on voit bien que vous n'avez pas accoutumé à parler à des visages. Il me faut point se jouer des remèdes et me faire perdre mon temps. Je suis venu ici sur une bonne ordonnance et je m'en vais dire à monsieur Purgon comment m'empêcher d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Vous verrez, vous verrez. Mon frère, je sens que vous allez être la cause de quelques malheurs. Oh, le grand malheur de ne pas prendre à l'avant que monsieur Purgon a ordonné. Encore une fois, mon frère, est-il possible qu'il n'y ait pas moyen de vous guérir de la maladie des médecins et que vous vouliez toute votre vie être enseveli dans leurs remèdes? Vous parlez comme quelqu'un qui se porte bien. Si vous étiez à ma place, vous changeriez bien le langage. Il est aisé de parler contre la médecine quand on est en pleine santé. Mais quel mal avez-vous? Oh, vous me feriez enrager. J'aimerais que vous le luciez, mon mal, pour voir si vous le jaseriez tôt. Oh, monsieur Purgon. Je viens d'apprendre là-bas à la porte de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances. Il a tort. Et qu'on a fait... On se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Mais putain, c'est mon frère. Oh, voilà une hardiesse bien grande. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Un mystère que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Inventé et formé dans toutes les règles de l'art. Et qui devait faire dans les entrailles un effet merveilleux. Le renvoyer avec des prix. Mais c'est une action exorbitante. Un attentat énorme contre la médecine. Un crime de lèse faculté qui ne se peut assez punir. Vous avez raison. Vous déclare que je romps commerce avec vous. Que je ne veux plus d'alliance avec vous. Et que, pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. Vous avez raison. Brisez mon mystère. Vous aurez tiré d'affaire avant qu'il ne fût peu. Il est indigne de vos soins. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, cela est vengeance. Puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais, j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âpreté de votre ville et à la féculence de vos humeurs. Et je veux, avant qu'il soit 4 jours, que vous deveniez dans un état
Ma foi, mon frère, vous êtes fou, et je vous voudrais pas pour beaucoup de choses qu'on vous fasse ce que vous faites. Tâtez-vous un peu, revenez à vous-même et ne donnez point de temps à votre imagination. Je n'ai pas entendu toutes les maladies dont il m'a menacé. Mais le simple homme que vous êtes. Il a dit que je m'avais fait rappeler 4 jours. Et ce qu'il dit, mais que fait-il à la chose? Est-ce un oracle qui a parlé? Il semble à vous entendre que de monsieur Purgon tient entre ses mains le filet de vos jours et que d'autorité suprême il vous l'allonge ou le raccourcisse comme il lui semble. Songez que les principes de votre vie sont en vous-même et que le gourou de monsieur Purgon est aussi peu capable de vous faire mourir que ses remèdes de vous faire vivre. Voilà une aventure, si vous voulez, à vous défaire des médecins. Et si vous êtes né à le pouvoir du temps passé, il serait aisé d'en avoir un autre avec lequel vous puissiez courir moins de risques. Mais il connaît tout mon tempérament. Il sait comment me gouverner. Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Quel est-il, ce médecin? Un médecin de la médecine. Je demande qui il est. Je ne le connais pas, mais il me ressemble comme 2 gouttons. Et si je n'étais point sûre que ma mère soit honnête femme, je dirais que ce serait quelque petit frère qu'elle m'aurait fait depuis le trépas de mon père. Je veux venir. Vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte, un autre se présente. Je sens bien que vous êtes encore ici la cause de quelques malheurs. Encore? Vous en revenez toujours là. Mais vous voyez, j'ai sur le cœur toutes ces maladies dont il m'a menacé que je connais point. Et alors, Monsieur, agréez que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes ces liens et purgations dont vous auriez besoin. Monsieur, je suis tout à vous. Votre est elle-même. Je vous demande pardon. J'ai oublié de donner une commission à l'un des valets, mais je revins tout à l'heure. Croyez pas que c'était Toinette elle-même? Il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande. Mais c'est pas la première fois qu'on a vu ces sortes de choses et les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Oh, moi, j'aurais été attrapé à celle-là. Je reste la même personne. Que demandez-vous, monsieur? Moi, rien. Vous ne m'avez pas demandé? Bah, non. Oh, il faut donc que les oreilles m'aient formées. Mais reste un peu ici, là, pour voir comment ce médecin te ressemble. Oh oui, oh je l'ai assez vu. Et puis j'ai affaire là-bas. Si je les voyais pas tous les deux en même temps, je jouerais que c'était la même personne. J'ai lu des choses surprenantes sur ces sortes de ressemblances et nous en avons vu en notre temps où tout le monde s'est trompé. Moi, j'aurais été vraiment trompé celle-là. J'aurais juré que c'était la même personne. Je vous demande pardon de tout mon cœur. Un miracle. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la liberté que j'ai eue de venir rendre visite à un illustre malade comme vous l'êtes. Et votre réputation qui s'étend partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Monsieur, je suis votre serviteur. Je vois que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous que j'ai? 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90. Et vous voyez là les secrets de mon art de me conserver ainsi frais et vigoureux. 90 ans. Voilà un beau vieillard. Je suis médecin passager qui va de ville en ville, de grand
Je vois que vous ne me connaissez point encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, d'autres de la rate. Ce sont tous des ignorants. Oh. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, le poumon. Que sentez-vous? Des fois, je sens des douleurs de tête. Le poumon. Des fois, j'ai des voiles devant les yeux. Le poumon. Des fois, j'ai des maux de cœur. Le poumon. Des fois, je sens comme des lassitudes dans tous les membres. Le poumon. Des fois, j'ai des douleurs dans l'estomac, comme des coliques. Le poumon. Et vous avez appétit? Est-ce que vous mangez? Ah bah, oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez boire un peu de vin? Ah, oui, monsieur. Le poumon. Et il vous prend quelques petits sommeils après le repas? Mais vous êtes fort aise de dormir. Oui, monsieur. Le poumon. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'en donne des potages. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Des bouillons. Ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Le soir, des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et de boire mon vin fort trempé. Ignorant tout, ignorant, ignorant tout. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger du bon gros bœuf, du bon gros porc, du bon gros fromage de Hollande, et du riz et du gruau, et des marrons pour coller et pour glutiner. Votre médecin est une bête. Et je tâcherai de vous en faire venir un de mes mains et viendrai vous rendre de visite de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Ah bah, monsieur, je vous remercie. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Mais voilà un bras que je me ferais couper si je n'étais que vous. Mais pourquoi? Mais ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et empêche l'autre bras de profiter? Oh, mais j'ai besoin de mon bras. Oh, mais Diane, que faites-vous de cet œil gauche-là? Me voilà un œil que je me ferais crever si je n'étais que vous. Mais ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et lui dérobe la nourriture? Croyez-moi, faites-vous crever au plus vite cet œil et vous en verrez mieux de l'autre. C'est pas pressé. Oh Dieu, je suis fâchée de devoir vous quitter, mais je dois me rendre à une grande consultation pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Vous savez que les malades ne reconduisent point. Voilà un médecin, ma foi, qui paraît fort habile. Il va un peu bien vite en besogne. Mais tous les grands médecins font comme cela. Couper un bras, crever un œil, afin que l'autre se porte mieux. La belle opération. Me remborgne mon Ah chat. non, je suis votre servante et je n'ai pas envie de rire. Mais qu'est-ce qui se passe? Votre médecin qui voulait me taper le cou. À l'âge de 90 ans. Ah ça, puisque voilà, monsieur Purgon brouillé avec vous, ne voulez-vous pas bien que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce? Vous en revenez toujours là? Non. Je la mettrai dans un couvent, puisque c'est opposé à mes volontés. Je vois bien qu'il y a quelqu'un mourette là-dessous. Et j'ai découvert des entrevues secrètes qu'on ne sait pas que j'ai découvertes. Eh bien, quand il y aurait quelques petites inclinations, cela serait-il si criminel? Est-ce ça? Rien peut-il vous offenser quand il ne va qu'à des choses
c'est que ma femme vous tient au cœur. Bien oui. S'il faut parler à cœur ouvert, c'est votre femme que je veux dire. Et non plus que l'entêtement de la médecine, je ne puis vous souffrir l'entêtement où vous êtes frêle et voir que vous tombiez tête baissée dans tous les pièges qu'elle tombe. Monsieur, il ne faut pas parler de madame comme ça. C'est une femme où il n'y a rien à redire, sans artifice, et qui aime monsieur, qui l'aime. On ne peut pas dire cela. Dites-lui un petit peu toutes les cases qu'elle me fait. Assurément. De l'inquiétude que lui cause ma maladie. Tout à fait. Et des bons soins qu'elle prend autour de moi. Cela est sûr. Monsieur, voulez-vous que je vous montre comment madame aime monsieur? Monsieur, souffrez qu'on lui montre son bec jaune et le tire d'erreur. Comment? Madame, ça va revenir. Mettez-vous là, étendez-vous dans votre fauteuil et contrefaites-le mort. Et nous verrons de quelle manière, dans quel désespoir elle sera lorsqu'elle vous verra. Je le veux bien. Oh, mais ne la laissez pas trop longtemps dans leur désespoir, car elle risquerait de mourir. Oui, non, ne t'inquiète pas. Et vous, cachez-vous là. Mais il y a point trop de danger à contrefaire le mort. Mais non, quel danger y aurait-il? Voilà madame qui arrive. Mettez-vous, allongez-vous dans votre fauteuil. Il y aura plaisir à confondre votre frère. Tenez-vous bien. Oh, malheureuse journée! Oh, Antoinette, oh madame, qu'y a-t-il? votre mari est mort. Il est mort? Oui, le pauvre défunt est trépassé. Assurément. Assurément. Personne n'est encore au courant de la nouvelle. Et je me suis trouvée là, toute seule. Il vient de passer entre mes bras. Tenez, le voilà, tout allongé dans son fauteuil. Le ciel en soit loué. Me voilà le pédale grand pas. Oh, oui. Que tu es seule, toi, là, de t'affliger de cette mort. Mais je croyais, madame, qu'il fallait pleurer. Papa, cela ne vaut pas la peine. Parce que la ciel est de quoi servait-il sur cette terre? Un homme accommode à tout le monde, maltraitant, dégoûtant, toujours un lavement, une médecine dans le fond, bouchant, poussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, dans sens intelligent, et trop dangereux qui servent de valet. Quelle belle oraison funèbre. Aux toilettes, je trouvais la réaliser mon vie. Et tu peux croire comme ça, on t'a récompensé. Puisque par un bonheur, personne n'est encore averti de la chose, portons-le dans son lit. Et tenons cessement caché jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je veux me saisir. Et des pages justes que j'ai passées sans fruit auprès de lui mes plus belles amies. Viens, prenons auparavant toutes ces clés. Doucement. Oh, mon Dieu, le dessin n'est pas mort. Je suis bien aise d'avoir entendu votre amitié et le bon panégyrique que vous avez fait de moi. Un ami au lecteur qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire bien des choses. Eh bien, vous le voyez, Je n'aurais jamais cru cela de madame. Et voilà votre fille qui arrive. Remettez-vous comme vous étiez et nous verrons de quelle manière elle recevra votre mort. Voilà quelque chose qu'il n'est pas mauvais d'éprouver. Et puisque vous êtes en train, vous connaîtrez par là les sentiments que votre famille a pour vous. Oh, fâcheuse journée! Quelle étrange aventure! Qu'as-tu, Toinette, et de quoi pleures-tu? Oh, madame, j'ai de tristes nouvelles à vous donner. À quoi? Votre père est mort. Mon père est mort, Toinette? Oui. Tenez, le voilà, allongé dans son fauteuil. Il vient de
faites-vous donc, belle Angélique? Et quel malheur pleurez-vous? Je pleure tout ce que dans la vie j'avais de plus précieux et de plus cher. Je pleure la mort de mon père. Ô ciel, quel accident, quel coup inopiné. Après la bande que j'avais conjuré votre oncle de le faire pour moi, je venais me présenter à lui, détaché par mes respects et par mes prières, de disposer son cœur à vous accorder à mes vœux. Oh Cléante, laissons-la toutes les pensées du mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être de ce monde. Oui, mon père, si j'ai tantôt résisté à vos volontés, je veux au moins suivre une de vos intentions et réparer par là le chagrin que je vous ai causé. Souffrez que je vous embrasse pour vous témoigner mon ressentiment. N'aie pas peur, je ne suis point mort. Tu es mon véritable fille, ma véritable fille. Et je suis bien aise d'avoir vu ton nom naturel. Oh ciel, mon père, puisque par un bonheur extrême, le ciel vous redonne à mes vœux, je vous conjure d'une chose. Si vous n'êtes point favorable au penchant de mon cœur pour Cléante, si vous ne voulez pas qu'on s'épouse, ne me forcez pas d'en épouser un que je ne puisse pas aimer. C'est tout ce que je vous demande. Eh monsieur, laissez-vous toucher à ses prières et aux miennes. Mon frère, pouvez-vous tenir la contre? Monsieur, seriez-vous insensible à tant d'amour? Qu'il se fasse médecin et se coucheront au mariage. Oui, faites-vous médecin et je vous donne ma fille. Très volontiers, monsieur. Si le cas qu'à cela pour être votre jambe, je me ferai médecin, apothicaire même, si vous voulez. Je sais bien faire plein d'autres choses pour la belle Angélique. Mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. Et la commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Mais cela est sûr. Et voilà une bonne façon de vous guérir bientôt. Et il n'y a point de maladie si osée que de jouer de la personne d'un médecin. Je crois, mon frère, que vous vous moquez de moi. Suis-je encore en âge pour étudier? Oh, étudiez. Vous êtes assez savant. Et il y en a pas mieux qui ne sont pas plus habiles que vous. Il faut savoir le latin, connaître les maladies et les remèdes à y porter. En recevant la robe et le bonnet du médecin, on apprend tout cela. Et on devient alors plus habile que l'on voudrait. Quoi? On sait discourir sur les maladies quand on porte cet habit-là? Oui, on n'a qu'à parler avec la robe et le bonnet, et tout galimatia devient savant, et toute sottise devient raison. Tenez, tant qu'il n'y aurait que la barbe, et c'est déjà beaucoup. Et la barbe fait plus de la moitié d'un médecin.
Maître Richard. Ainsi que à deux costumières. Daniel.